Bonsoir à vous, très chers compatriotes. Pendant que les diplomates s'activent dans les couloirs feutrés des capitales mondiales, ici, au cœur de notre nation, à l'Est, la réalité nous rappelle brutalement que la guerre ne connaît aucune pause. Pour nos frères et sœurs du Kivu, la paix n'est pas un communiqué de presse, c'est une urgence vitale. Bienvenue dans cette édition d'Inside News RDC. Les informations de ce soir sont capitales car elles révèlent le fossé qui se creuse entre le balai diplomatique de notre président à Luanda et la dégradation continue de la sécurité pour nos populations. Entre les promesses de paix et la réalité des violences, il y a un gouffre. Ce soir, notre devoir n'est pas de le contempler, mais de le mesurer et de demander des comptes à ceux qui le laissent se creuser. Ce soir, nous allons d'abord décrypter la nouvelle médiation angolaise. Représente-t-elle un espoir réel de sortie de crise ou s'agit-il d'une nouvelle manœuvre pour gagner du temps? Ensuite, nous plongerons au cœur de la fournaise dans l'Est, là où la flambée de violence contredit frontalement chaque mot des discours officiels. Nous verrons également comment la bataille mondiale pour les terres rares au Groenland est un avertissement direct pour la RDC et nous aborderons le débat crucial sur l'avenir de nos institutions, miné par une profonde crise de confiance. Alors, que se cache-t-il réellement derrière ces voyages répétés du président Tshisekedi à Luanda? Entrons sans plus attendre au cœur de notre premier dossier. Les 5 et 8 janvier dernier, en moins d'une semaine, le président Félix Tshisekedi s'est rendu à 2 reprises à Luanda pour s'entretenir avec son homologue angolais, João Lourenço. Cette initiative angolaise, présentée comme une relance des efforts de paix, se déploie sur une scène diplomatique jonchée d'échecs. Le processus de Doha est au point mort, boycotté par Kinshasa, tandis que les accords signés à Washington en décembre 2025 sont restés lettres mortes sur le terrain. La communication officielle se veut rassurante. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a insisté sur le fait que cette démarche est complémentaire des cadres existants. Pourtant, au même moment, des sources officielles à Kinshasa réfutent l'existence d'une quelconque initiative formelle de dialogue intercongolais, affirmant qu'il n'existe aucune crise politique ni problème de légitimité dans notre pays. On nous dit que cette médiation est complémentaire. Mais dans le même souffle, on nie l'existence même de son objectif principal. La question est simple, chers compatriotes. À quel discours devons-nous croire? Car sur le terrain des négociations, cette confusion révèle une impasse quasi totale. Kinshasa exige un cessez-le-feu unilatéral de l'AFC M23. En face, la rébellion dénonce ce qui s'apparente à un schéma de manœuvre dilatoire. L'AFC M23 rappelle avoir déjà déclaré un cessez-le-feu unilatéral le 7 mars 2023, accusant les FARDC de l'avoir violé. Son coordinateur, Corneille Nangaa, dénonce dans une lettre au président Lourenço la multiplication des forums de paix, accusant Kinshasa de tergiversation et de manipulation récurrente. De Nairobi à Luanda, puis de Luanda à Doha, ce forum shopping diplomatique semble être une stratégie délibérée pour éviter de s'engager. Cette situation illustre parfaitement la crise de confiance que décrivent les analystes. Pour Fred Boma, de l'Institut Ebouteli, le premier enjeu est la cohérence. On ne peut pas laisser 4 processus évoluer dans tous les sens, prévient-il, soulignant la nécessité d'harmoniser les initiatives. Le politologue Christian Moleka alerte, lui, sur les risques d'une prolifération d'initiatives qui suscitent des attentes sans garantie de résultats, détournant les acteurs de la réalité du conflit. Pour nos compatriotes de l'Est, cette incertitude diplomatique a des conséquences tragiques. Pendant que les capitales négocient, les violences persistent et la crise humanitaire s'aggrave. Chaque jour qui passe sans accord concret est un jour de souffrance supplémentaire pour des millions de déplacés, grands oubliés d'un balai diplomatique où les intérêts stratégiques semblent primer sur l'urgence de protéger les vies. Cette nouvelle médiation peut-elle réussir là où les autres ont échoué ou sert-elle simplement à gagner du temps alors que le pays s'enfonce dans la crise? La réunion de coordination prévue à Lomé le 17 janvier apportera-t-elle la clarté tant attendue ou ajoutera-t-elle à la confusion? Le contraste est saisissant. Tandis que les discussions se tiennent à Luanda, le terrain, lui, s'embrase. Les faits de la semaine écoulée dressent un tableau macabre. Ce dimanche 11 janvier,
À Bukama, des affrontements entre les FARDC et des miliciens ont fait 8 morts, dont 6 miliciens Bakata Katanga, ainsi que 2 civils tués par des balles perdues. Dans la cité de Sake, entre le 5 et le 8 janvier, au moins 4 civils ont été abattus, des meurtres attribués à l'AFC M23. Pendant ce temps, dans le Massissi, les villages de Humura et Rutoboko se sont vidés de leurs habitants, fuyant les combats. Cette violence locale est le symptôme d'une crise qui, comme l'a rappelé le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo, lors d'une réunion de la CIRGL, menace la stabilité de toute la région des Grands Lacs. Une menace régionale qui appelle une réponse forte et coordonnée, au-delà des déclarations d'intention. Pourtant, la communication officielle des FARDC se veut ferme, affirmant avoir maîtrisé une attaque à Bukama et réitérant l'engagement à protéger les populations. Un discours qui peine à masquer la réalité vécue par nos compatriotes. Des activistes de Beni, Goma et Massissi ont récemment alerté le ministre de l'Intégration régionale sur le calvaire des populations en zone occupée. Ils dénoncent l'imposition de taxes illégales par l'AFC M23, pouvant atteindre 45 $ par personne, une extorsion insupportable pour des familles déjà démunies. Après avoir écouté ces témoignages poignants, le ministre Floribert Anzuluni a appelé à une mobilisation citoyenne large et inclusive face à ce qu'il qualifie d'agression. Cet appel à l'unité nationale est nécessaire, mais il sonne creux face à l'ampleur de la tragédie humanitaire qui se déroule sous nos yeux. L'impact sur la vie quotidienne est dévastateur. Ce sont des familles entières qui ont tout abandonné. Ce sont les blessés par balles de Bukama dont la vie ne tient qu'à un fil. Car, comme le plaide l'administrateur local, nous manquons d'infrastructures appropriées pour ce type d'intervention. C'est une population prise en otage, soumise à la loi du plus fort, rançonnée et terrorisée. Le gouffre se creuse entre les réunions de haut niveau et le calvaire de nos compatriotes. Combien de réunions faudra-t-il encore pour que la protection des civils devienne la seule et unique priorité ? Au milieu de cette crise sécuritaire, l'idée d'un dialogue national refait surface. Des voix comme celle de l'opposant Deli Sesanga ou de la jeunesse de l'opposition appellent à un large rassemblement pour refonder l'État. Ils insistent sur la nécessité d'un cadre sérieux de vérité, d'inclusion et de refondation nationale pour traiter les causes profondes de notre instabilité. Cependant, cette initiative, désormais évoquée par le pouvoir lui-même, se heurte à un mur de méfiance. Hier rejeté par le régime, ce dialogue est aujourd'hui perçu avec le plus grand scepticisme par de larges pans de l'opposition. Le mouvement Sauvons le Congo, proche de Joseph Kabila, rejette l'initiative, accusant le pouvoir de chercher uniquement à se maintenir. D'autres, comme l'entourage de Moïse Katumbi, refusent d'y participer, tandis que l'opposition radicale exige une médiation des églises congolaises, jugées plus neutres que l'Angola. Ce paradoxe est au cœur du problème. Comment construire un consensus national lorsque l'initiateur même du dialogue est la principale source de la méfiance ? Sans un cadre clair, un médiateur accepté par tous et des garanties de bonne foi, ce dialogue risque de n'être qu'un rendez-vous manqué de plus pour la République. Ce qui se joue dans les glaces de l'Arctique trouve un écho assourdissant au cœur de notre propre nation. Lorsque le président américain Donald Trump menace de s'emparer du Groenland d'une manière ou d'une autre, il ne s'agit pas d'un caprice territorial, mais d'une manœuvre géostratégique brutale dans la guerre mondiale pour les ressources du futur. Le Groenland est un véritable coffre-fort géologique, détenant 25 des 34 matières premières jugées critiques par l'Union européenne. Ces réserves de terres rares, essentielles aux technologies vertes, aux smartphones, mais aussi aux systèmes d'armes de pointe, sont parmi les plus importantes au monde. Face à cette richesse convoitée, l'Union européenne n'est pas restée passive. Dès le 30 novembre 2023, Bruxelles a signé un partenariat stratégique avec les autorités groenlandaises, injectant 94 millions d'euros pour développer les chaînes de valeur de ces minerais. L'UE a même ouvert un bureau permanent à Nuuk et, pour la première fois dans le cadre de sa nouvelle stratégie RW Source EU, a financé directement un projet minier, celui de Malmbjerget, via la Banque européenne d'investissement, BEI. Cette stratégie vise à sécuriser ses approvisionnements et à réduire sa dépendance. La motivation américaine est tout aussi claire, briser le monopole de la Chine, qui contrôle plus de 90% de la production mondiale de terres rares. Pour Washington, dépendre de son principal rival géopolitique pour les composants de ses industries militaires et technologiques est une vulnérabilité stratégique intolérable. L'agressivité de Trump envers un allié de l'OTAN s'explique par cette urgence à s'assurer un accès direct à une source alternative et massive de minerais critiques. Cette bataille pour les ressources de l'Arctique est un miroir saisissant de la situation de la République démocratique du Congo.
Notre sol regorge de cobalt, de coltan, de lithium et d'autres minerais tout aussi stratégiques pour la transition énergétique et l'économie numérique mondiale. La prédation et les convoitises qui s'expriment ouvertement au Groenland sont les mêmes qui alimentent, de manière plus insidieuse, les conflits dans notre Est et font de notre nation un enjeu central sur l'échiquier des grandes puissances. La lutte pour le contrôle des ressources, qu'elle se déroule sous la menace militaire dans l'Arctique ou à travers des guerres par procuration dans les Grands Lacs, redessine la carte du pouvoir mondial. L'écart entre les ambitions affichées et la réalité du terrain se mesure aussi dans la gestion de nos projets de développement. L'ancien ministre du Plan, Christian Mwando, architecte du programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T, dresse un constat sévère. Ce programme, qui devait être un choc d'équité territoriale, est aujourd'hui politiquement bloqué et son œuvre dévoyée. Il dénonce des financements qui n'arrivent pas et des priorités déplacées vers des projets urbains au détriment des routes de desserte agricole, essentielles pour nos campagnes. Cette critique d'un concepteur voyant son projet dénaturé illustre un problème plus large de gouvernance. Ce schéma de déconnexion se retrouve au Congo central, où la fédération locale de l'UDPS accuse le gouverneur de mauvaise gestion et de détournement présumé dans des marchés publics. Que ce soit à l'échelle nationale avec le PDL 145T ou provincial au Congo central, le même mal semble ronger nos institutions. Des plans ambitieux qui se perdent dans une exécution défaillante, laissant les populations en attente de promesses jamais tenues. Passons maintenant au bref de l'actualité de ce lundi. Au stade des martyrs, la suspension annoncée par la Confédération africaine de football n'est ni une surprise ni une sanction pour le gouvernement. Selon le ministère des Sports, cette décision avait été anticipée par les autorités congolaises elles-mêmes, qui avaient déjà décidé de fermer temporairement l'enceinte pour y engager des travaux de réhabilitation. Le remplacement des sièges, l'installation de portiques de sécurité et l'amélioration des accès étaient déjà en cours. Pour le ministère, il s'agit donc d'une convergence de vues avec la CAF visant un objectif commun, offrir aux athlètes et aux supporters un stade moderne et conforme aux standards internationaux. Du côté de la police nationale congolaise, l'heure est à la mobilisation pour la discipline et le recrutement. À Kazangoulou, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a insisté sur la valeur de la discipline lors d'une causerie morale avec 720 nouvelles recrues. Cette formation s'inscrit dans un plan ambitieux visant à former 90 000 nouveaux policiers d'ici 2030 pour renforcer la sécurité de proximité. Dans le même élan, en Ituri, le commissariat provincial a officiellement convoqué les candidats présélectionnés au concours de recrutement qui se tiendra ce dimanche 18 janvier sur plusieurs sites à travers la province. Après l'élimination des Léopards en huitième de finale de la CAN 2025 face à l'Algérie, la déception est palpable, mais rapidement supplantée par un sentiment de fierté et de résilience. Malgré la douleur de cette sortie précoce, les supporters congolais ont salué une équipe combative qui est tombée les armes à la main. La nation tout entière est déjà tournée vers l'avenir, et l'objectif historique qui attend nos fauves en mars, les barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026, un rêve que tout un peuple espère voir se réaliser après plus de 50 ans d'attente. Enfin, une controverse agite le débat public autour de la gestion du franc congolais. Deux visions radicalement opposées s'affrontent. D'un côté, un groupe de réflexion économique salue l'action de la Banque centrale, affirmant que la stabilité retrouvée de notre monnaie est le fruit d'une politique efficace. De l'autre, des voix critiques dénoncent ce qu'elles qualifient de jonglage tactique avec les réserves de change. Pour ces dernières, l'essentiel n'est pas fait, car ces manœuvres masqueraient les problèmes structurels d'une économie qui peine à se transformer en profondeur. De la diplomatie à l'économie. En passant par le front sécuritaire, l'actualité de ce jour nous rappelle à quel point notre nation se trouve à la croisée des chemins. Synthétisons ce que nous avons établi ce soir. Premièrement, l'impasse diplomatique est totale. La médiation angolaise, censée apporter une solution, est déjà prise en étau entre les conditions de Kinshasa et le rejet du M23, laissant présager un nouvel échec avant même d'avoir commencé. Deuxièmement, la tragédie sur le terrain s'amplifie. Loin des salons feutrés, la violence s'intensifie dans l'Est avec son lot de morts, de déplacés et de populations rançonnées, confirmant un divorce total entre les discours de paix et la réalité vécue. Troisièmement, la méfiance politique intérieure paralyse le pays. L'idée d'un dialogue national, bien que nécessaire, est minée par une profonde crise de confiance envers ses initiateurs, fragmentant davantage une classe politique déjà divisée. Enfin, l'avertissement géopolitique est clair. La convoitise des grandes puissances pour les ressources du Groenland nous rappelle brutalement que notre propre sous-sol
place la RDC au cœur d'une bataille mondiale qui pourrait nous dépasser si nous n'y prenons garde. Juste après ce journal, nous mettons en ligne une émission spéciale d'Inside News Review. Le titre, Le ballet diplomatique de Tshisekedi, Luanda, refuge ou piège. Dans cette analyse, nous allons bien plus loin que les communiqués officiels. Nous décryptons, avec des faits et des sources précises, la stratégie qui se cache derrière ces voyages présidentiels répétés et les scénarios probables pour l'avenir de la paix dans notre pays. Ce soir, je voudrais partager avec vous cette pensée de l'écrivain et philosophe congolais Valentin Yves Mudimbe. La stratégie du pouvoir en Afrique consiste souvent à multiplier les discours pour éviter l'action. Ces mots résonnent avec une force particulière aujourd'hui, où la multiplication des processus de paix, de Luanda à Doha en passant par Washington, semble masquer une absence de volonté réelle d'agir concrètement pour protéger nos populations. Notre prochain rendez-vous d'information est pour demain, même heure. D'ici là, je vous invite à visionner notre analyse spéciale, déjà disponible sur nos plateformes. Que Dieu protège notre nation et éclaire nos dirigeants. C'était Imelda, toujours là pour vous servir et vous informer. Bonne soirée à tous.